Alors docteur, qu'en est-il en ce 1er avril? La situation a évolué par rapport à la semaine dernière. On voit que l'épidémie s'est franchement installée en Savoie depuis le milieu de semaine dernière, avec une augmentation du nombre de tests positifs en ville et puis également une augmentation du nombre de patients admis à l'hôpital. On a vraiment l'impression que la pandémie prend de l'importance en Savoie. Vous confirmez donc? On voit arriver le virus indiscutablement, effectivement. Ouais. Alors avec Suzanne, l'assistante communication, responsable communication du centre hospitalier, on a un certain nombre de questions qui sont posées par nos internautes. La première, dans quelle phase sommes-nous en Savoie? A-t-on atteint le pic? C'est encore trop tôt pour le dire, on le saura dans quelques jours. Comme je viens de le dire, on a une augmentation du nombre de cas, et notamment de cas graves qui ont été admis depuis une semaine. On va se laisser encore quelques jours pour savoir quand on aura passé le pic. On peut penser que ce sera dans les tout prochains jours, mais on le saura par définition qu'après, une fois que le pic aura été franchi, une fois que le nombre de nouveaux malades se stabilisera, on pourra dire sans doute qu'on a passé le pic. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on l'a passé. Alors deuxième question, les membres du personnel soignant sont-ils testés régulièrement? On teste très facilement les personnels soignants qui sont symptomatiques. S'ils n'ont pas de symptômes, on ne fait pas de dépistage. Par contre, dès qu'ils ont des symptômes évocateurs de coronavirus, d'infection à coronavirus, effectivement, on fait un test qui est maintenant très largement disponible. Alors certaines maladies favorisent-elles la fragilité face au Covid-19? Effectivement, comme pour toute infection, on sait que quand on a un système immunitaire qui est moins performant, on est plus à risque de faire l'infection, mais surtout de faire des formes graves d'infection. Donc toutes les personnes qui sont sous traitement pour des maladies liées à un dérèglement du système immunitaire, qui sont sous chimiothérapie pour des cancers par exemple, sont un peu plus à risque de faire des formes graves. Néanmoins, le message important à faire passer, c'est que ces traitements sont nécessaires pour que leur maladie de fond aille bien, et donc il ne faut surtout pas arrêter ces traitements de sa propre initiative. Il faut faire un lien avec son médecin traitant ou son médecin spécialiste habituel, mais surtout ne pas aller arrêter des traitements immunosuppresseurs qui sont, encore une fois, indispensables pour que la maladie de fond aille bien, et le risque que la maladie se déséquilibre est plus important que le risque de faire une forme grave liée au coronavirus. Donc c'est vraiment à voir avec son médecin traitant. Alors, une question qui revient régulièrement, un contact rapide dans un magasin suffit-il à être contaminé? Et puis il y a aussi ces fameux propos sur les marchés où les gens s'insurgent un peu. Le risque de transmission, il est vraiment lié aux patients qui sont malades ou qui vont être malades dans les 24 heures qui suivent. Donc ils vont avoir des symptômes, et on peut être un peu schématique en disant que plus on est symptomatique, plus on risque de transmettre. Mais si on n'a pas de symptômes et si on n'est pas malade soi-même, le risque de transmettre uniquement par un simple contact est extrêmement faible. C'est avant tout les gens qui toussent, qui crachent ou qui parlent en émettant du virus et donc qui sont malades qui vont transmettre en grande majorité la maladie. Donc il ne faut pas être inquiet. Voilà, c'est pas parce qu'on touche quelqu'un qu'on va développer la maladie, même si cette personne est porteuse de virus. C'est surtout si cette personne crache tous que là on est plus à risque. D'où l'intérêt de la distanciation sociale, de bien se tenir à plus de 1 mètre, voire 2 mètres d'une personne malade. Et c'est la raison aussi pour laquelle à l'hôpital, par exemple, tout le monde porte un masque pour limiter le risque de transmission, cette transmission qu'on appelle par gouttelette, qui est très largement prédominante, alors que la transmission par voie contact, elle, est beaucoup moins importante. En tout cas, dans la communauté. C'est un peu différent en milieu de soins, mais on a les moyens de s'en prémunir en milieu de soins en faisant une hygiène des mains très régulière avec les solutions hydroalcooliques. Suzanne, une nouvelle question? Est-ce qu'on peut contracter 2 fois le Covid-19? Malgré toutes les particularités de ce virus, on pense, jusqu'à preuve du contraire, qu'il génère une immunité comme toutes les autres maladies infectieuses. Donc si on a survécu, par définition, c'est que notre corps a été capable de se défendre contre ce virus, a généré des anticorps, une immunité qui nous protège, et sans doute que cette immunité, elle est valable au moins pendant plusieurs semaines et certainement pendant plusieurs mois. Donc après, on a forcément pas le recul sur plusieurs années, mais on peut penser que quelqu'un qui a fait un Covid ne refera pas d'infection avec ce coronavirus avant plusieurs mois. Donc on peut être complètement rassuré de ce point de vue-là à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous pensez du traitement préconisé par le docteur Raoult?
moi, j'ai pas d'avis à titre personnel sur la chloroquine ou sur d'ailleurs plein d'autres traitements qui sont proposés dans la situation actuelle. Il y a un autre médicament qui est régulièrement envisagé qui s'appelle le lopinavir, qui est un médicament qui qui est utilisé habituellement au traitement contre le VIH. Il y a également la cortisone à forte dose qui peut être utilisée chez les patients notamment un peu sévères qui à l'heure actuelle envisagée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un médicament pour déclarer son efficacité de manière certaine, il faut avoir des preuves scientifiques de le faire. Si on ne fait pas cette démarche scientifique correcte, on risque d'avoir des mauvaises pratiques et parfois même d'avoir des effets secondaires encore plus importants que les effets bénéfiques. Et donc c'est ça que la communauté scientifique en grande majorité réclame, c'est simplement qu'on analyse la validité des traitements, des différents traitements qui sont proposés, et ça que ce soit la chloroquine comme les autres, et qu'on ne les utilise que quand on aura des arguments scientifiques suffisamment forts pour le faire. À l'heure actuelle, on a des données préliminaires qui peuvent aller en faveur de l'utilisation de la chloroquine, d'autres qui vont contre. Il a également été mis en évidence des effets secondaires graves liés à un mésusage de la chloroquine. Donc le message, c'est qu'on peut l'utiliser ponctuellement, principalement dans le cadre d'essais cliniques. Certains médecins l'utilisent également sur des arguments qui sont tout à fait envisageables, mais ça doit être fait avec une surveillance adaptée et notamment avec des examens auparavant qui sont importants à faire, en particulier sur le plan cardiologique. Donc voilà, donc pour l'instant, nous, sur l'hôpital, on n'a pas eu à utiliser ce type de traitement. On a fait le choix d'attendre quelques données complémentaires. Ça nous semble être plus prudent au vu des données actuellement disponibles. Mais bien sûr que les choses sont réévaluées au fil du temps. Et si les données qui devraient sortir dans les prochains jours ou prochaines semaines sont donc tout à fait convaincantes, on ne manquera pas d'utiliser les différents traitements qui seront proposés, que ce soit l'hydroxychloroquine, le lopinavir, les corticoïdes ou d'autres traitements actuellement à l'étude. Comment va le personnel de l'hôpital ? Globalement, va bien. On a eu un très intense travail de réorganisation depuis maintenant 3 semaines. On a vraiment quasiment repris à zéro le fonctionnement de l'hôpital pour se préparer à l'arrivée du virus. Ce gros travail est maintenant en grande partie accompli et a permis justement d'accueillir les patients Covid qui sont arrivés en plus grand nombre depuis la semaine dernière dans de bonnes conditions. Donc le personnel globalement est plutôt en forme, je le crois, même si c'est sûr que certains secteurs sont un petit peu en tension liés à l'arrivée des malades. On a eu pour l'instant très peu de transmission nosocomiale, très peu de soignants infectés. Donc c'est aussi un élément tout à fait rassurant qui montre bien que si on applique correctement les règles d'hygiène correctes à l'hôpital, on a très très peu de risques de tomber malade. Maintenant, il faut bien sûr rester prudent. Là aussi, le virus est arrivé en nombre que depuis maintenant quelques jours, donc on reste vigilant. Jusqu'à présent, en termes d'approvisionnement sur l'hôpital, on avait la chance d'avoir une réserve qui était conséquente, en lien notamment avec notre stratégie grippale qui avait été mise en place. Du fait que la grippe n'a pas été très importante cette année, on avait des réserves satisfaisantes et donc à aucun moment donné, on a dû limiter l'utilisation des masques. Par contre, on demande malgré tout à ce que chaque professionnel utilise correctement le masque et l'utilise bien pendant toute la durée du temps où il reste efficace. On est un peu plus regardant que d'habitude, où parfois on a tendance à surconsommer les masques. Mais actuellement, aucune difficulté d'approvisionnement. Venir aux urgences. Alors ça, c'est un message qui est vraiment très important à comprendre. L'hôpital fonctionne normalement pour ce qui est de l'accueil des urgences, et ce, quelles que soient les urgences. Donc tout patient qui présente un problème de santé aiguë, et notamment les patients qui ont des maladies chroniques, doivent être bien conscients que s'ils ont l'impression qu'ils présentent une difficulté, il ne faut pas hésiter à consulter aux urgences. Les urgences sont ouvertes toujours 24 heures sur 24. Elles sont plutôt d'ailleurs en nette baisse d'activité. On craint que certains patients n'osent pas venir. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas de risque d'attraper le Covid à l'hôpital. Les mesures d'hygiène sont prises, les patients sont accueillis dans d'excellentes conditions et il ne faut surtout pas retarder une consultation qui pourrait être délétère. Donc,
si vous avez besoin, vous pouvez venir aux urgences, vous serez pris en charge totalement normalement, vous aurez les examens complémentaires et le risque c'est vraiment de retarder une venue qui pourrait être délétère. On a quelques exemples déjà qui ont été constatés ces derniers jours de patients qui n'ont pas osé venir avec des conséquences pour leur santé, in fine, qui ont pu être très importantes, alors que, encore une fois, le risque d'attraper le Covid à l'hôpital est pratiquement nul grâce aux mesures qui sont mises en place. Alors, les services des hôpitaux de Savoie sont-ils débordés et est-il prévu que les cliniques accueillent des malades en cas de pic ? Les hôpitaux, pour l'instant, ne sont pas débordés, notamment côté urgence, comme je viens de le dire, il y a plutôt une baisse d'activité. Donc les urgences accueillent tous les patients partout en Savoie dans d'excellentes conditions. Côté médecine, c'est la même chose. On a encore des lits de médecine sans aucune difficulté dans tous les hôpitaux de Savoie. C'est un peu plus tendu sur la réanimation. Donc là, il y a un travail d'organisation qui a déjà largement été entamé et qui se poursuit pour continuer à accueillir les patients les plus graves dans de bonnes conditions. Mais pas d'inquiétude sur le risque de surcharge à l'hôpital. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont atteintes du coronavirus en Savoie ? On a des chiffres en fait qui sont très partiels puisqu'on ne teste qu'une petite partie de la population liée au fait que la plupart des patients suspects sont pris en charge en médecine ambulatoire. Et quand il n'y a pas de bénéfice réel à être testé, on ne fait pas un test systématique. C'est comme la grippe chaque année. Chaque année, les médecins généralistes font un diagnostic de grippe clinique et on se contente, entre guillemets, de cette forte suspicion clinique parce que ça ne change pas la prise en charge du patient. Par contre, à l'hôpital, on fait ce test de manière beaucoup plus systématique. Un moyen indirect de savoir le nombre de personnes infectées sera de pouvoir faire des sérologies, donc un test où on recherche les anticorps dans le sang. Actuellement, le diagnostic se fait uniquement en recherchant directement le virus dans le nez des patients malades. Quand on pourra faire ces sérologies, donc ce sera dans quelques jours, voire quelques semaines, notamment de manière plus large, on aura une meilleure idée du nombre de patients infectés. Donc là, on a... Grâce aux tests qu'on fait régulièrement, donc c'est une centaine de tests qui sont faits par jour à l'hôpital et sur la Savoie ça représente 150 à 200 tests, voire un peu plus, on sait qu'on a une augmentation du nombre de personnes, mais pour l'instant il est trop tôt pour dire précisément combien de personnes sont infectées en Savoie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'on doit faire si on a des symptômes du Covid-19 ? Il faut d'abord rappeler que dans l'immense majorité des cas, le Covid, c'est une maladie qui n'est pas grave. 80% des gens vont développer une maladie qui peut correspondre à ce qui est la grippe chaque année, avec des formes qui peuvent aller du simple rhume à de la fièvre, des frissons, une fatigue pendant quelques jours. Dans environ 15% des cas, les symptômes seront suffisamment forts pour nécessiter une hospitalisation. Et dans 5% des cas, là, il faudra envisager une admission en réanimation. Donc les symptômes, c'est principalement des symptômes au niveau ORL, donc la toux, un rhume, un mal de gorge. Il y a un signe qui est assez typique de cette maladie qui semble être la perte du goût, la perte de l'odorat, qui est très fortement évocateur. Dans les cas un peu plus sévères, il peut y avoir des signes respiratoires plus importants avec une sensation d'essoufflement. Voilà. Donc ces signes-là, tant qu'ils sont modérés, ne nécessitent pas de consulter aux urgences. Il faut en revanche ne pas hésiter à voir son médecin traitant, notamment chez les personnes qui sont les plus fragiles, comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs, qui ont la chimiothérapie, les personnes les plus âgées, les personnes qui ont des fragilités cardiaques, pulmonaires ou rénales. Là, dès qu'il y a ces premiers symptômes qui apparaissent, c'est important de voir son médecin traitant pour avoir une évaluation médicale correcte. Et puis, si les symptômes sont plus importants, s'il y a un réel essoufflement, une impression de manque d'air, une fièvre qui est très importante, là, il ne faut pas hésiter à consulter directement aux urgences où une évaluation un peu plus complète pourra être réalisée avec des prises de sang et puis éventuellement une radiothorax, voire un scanner qui est un excellent examen dans le contexte pour évaluer l'atteinte pulmonaire. Et à l'issue de ce bilan, le patient sera soit hospitalisé si les examens sont suffisamment inquiétants, soit pourra éventuellement retourner chez lui avec un traitement des symptômes, avec du paracétamol essentiellement. Donc là, on a un petit peu la même question de Patricia. Son mari a un traitement pour le cœur. Il a des douleurs thoraciques, brûlures, nausées, fatigué, douleurs au niveau des omoplates, essoufflé, il tousse un peu, pas de fièvre. On le laisse chez nous, je l'ai isolé, il reste couché pour ne pas forcer. Et son généraliste lui fera jeudi et samedi une visioconsultation. Est-ce que c'est normal ?
C'est bien sûr difficile de donner un avis à distance, hein. Les médecins généralistes sont parfaitement aptes à évaluer le niveau de sévérité de la maladie à un instant T. Maintenant, il est possible qu'on ait vu son médecin généraliste un jour et que le lendemain la situation se dégrade. Et même si le médecin généraliste a dit la veille qu'il n'y avait rien d'inquiétant, si on a l'impression que la situation se dégrade, il ne faut pas forcément attendre la consultation suivante et éventuellement consulter aux urgences. Hein, l'avis du médecin généraliste, comme tout avis médical, est valable à un moment donné, mais bien sûr, si la situation évolue, il ne faut pas hésiter à reconsulter son médecin, voire même, encore une fois, les urgences directement, si on a l'impression que les symptômes sont vraiment très, très embêtants. En direct, parce que là on était en reprise de questions sur le poste de 9 heures. Là j'ai par exemple Muriel qui dit mon conjoint a eu une myocardite il y a 3 ans. Est-ce une personne à risque? Plein de causes de myocardite. Donc si c'était simplement une myocardite qui était liée à l'époque, par exemple à un virus, hein, ce qui est assez fréquent, hein, en dehors du coronavirus, chaque année il y a plein de virus qui peuvent nous embêter, qui peuvent parfois donner des infections un peu graves, qui peuvent éventuellement toucher le cœur, effectivement. Donc si cette myocardite a été transitoire et a complètement récupéré, le risque de faire une forme grave s'il n'a aucun autre problème de santé paraît très faible. On poursuit avec une autre question en direct. Excusez-nous, mais c'est une première, hein, donc il faut quand même qu'on s'organise. Sur le poste, nous avons une nouvelle question avec, entre autres, en 3e semaine de confinement, les cas n'ont pas explosé, donc ça devrait plus exploser maintenant. C'est une certitude ? Je pense qu'il faut se laisser quelques jours pour être complètement rassuré, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même phénomène que ce qui s'est passé en Alsace, par exemple, puisque en Alsace, il y a eu sans doute un effet important lié au cluster mulhousien. En région parisienne, c'est pareil, on a une proximité des gens, une concentration de population qui a pu favoriser la diffusion rapide du virus. En Savoie, on n'a pas ces risques, ces difficultés-là qui nous exposent au risque de vagues importantes. Donc c'est vrai que là, avec le recul, pour l'instant, on voit une augmentation du nombre de malades, mais pas du tout avec une accélération aussi importante que ce qui a pu se passer dans d'autres régions. Et c'est vrai que si d'ici la semaine prochaine, le nombre de malades, l'augmentation reste aussi modérée, on va dire, on ne devrait pas être submergé. Donc voilà, il y a une augmentation qui se fait de manière régulière et franche, hein, qu'on a objectivé, mais c'est vrai que les effets du confinement devraient se laisser sentir d'ici la semaine prochaine, et on sera assez rassuré si en début de semaine prochaine, on n'a pas été débordé par le nombre de cas. Est-ce que Chambéry prévoit d'accueillir des patients de zones en difficulté de personnel et matériel ? Ça a pu être envisagé à un moment donné, mais là, notre hôpital est suffisamment sollicité par les patients savoyards et du territoire de santé, donc on n'a plus trop de possibilités d'accueillir d'autres patients en l'état actuel des choses. Donc on arrive sans problème à prendre en charge tous les patients qui relèvent de notre territoire de santé, mais il n'est pas prévu pour l'instant de prendre en charge des patients d'ailleurs. Alors, les personnes décédées sont au nombre de 5, elles sont toutes décédées à l'hôpital de Chambéry. Avez-vous des retours sur les EHPAD ? Les EHPAD, c'est effectivement un des endroits qui est à haut risque de transmission du virus, et notamment de forme grave, puisqu'effectivement les personnes les plus âgées sont celles qui sont le plus à risque de décéder. Sur la Savoie, on a eu quelques alertes dans quelques EHPAD, mais qui sont très minoritaires. La plupart des EHPAD, pour l'instant, sont relativement préservés, et donc on espère que les choses vont bien sûr perdurer. Il y a eu un contact qui a été fait entre notre hôpital et l'ensemble des EHPAD du territoire pour leur donner des informations, leur proposer des mesures à appliquer pour limiter au maximum le risque d'épidémie. Et on espère que ces mesures-là vont permettre d'éviter des grosses épidémies dans les EHPAD savoyards. Alors, Max demande, on est en 3e semaine de confinement, les cas n'ont pas explosé, donc ça ne devrait plus exploser maintenant. Je pense qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a une augmentation indiscutable, mais pas une explosion. Le terme n'est clairement pas justifié à l'heure actuelle. Et c'est vrai que si d'ici la semaine prochaine, on n'a pas eu cette explosion, grâce au confinement, on devrait éviter un phénomène de saturation.
Laetitia demande, est-ce que les épileptiques sont plus vulnérables? Pas à ma connaissance, les traitements pour l'épilepsie ne fragilisent pas le système immunitaire. Donc il n'y a pas de sur-risque à faire une forme grave quand on est épileptique. Par contre, mais ça les épileptiques le savent bien, il y a plus de risque de faire une crise d'épilepsie quand on fait une maladie infectieuse. Et donc il est très important pour les épileptiques de bien poursuivre leur traitement comme d'habitude. Ce traitement ne les expose pas plus au virus. Et par contre, le risque, s'ils l'arrêtent, c'est qu'ils fassent une crise d'épilepsie, notamment s'ils sont amenés à faire l'infection. Et pour les femmes enceintes? Les femmes enceintes sont aussi une population qui est plus à risque de faire des infections, notamment des infections graves. Ça, c'est valable quelle que soit l'infection et c'est valable aussi pour le Covid. C'est en particulier vrai en troisième trimestre de grossesse. Donc c'est vrai que ça fait partie des populations pour lesquelles il faut être plus vigilant. Une femme enceinte qui commence à avoir la fièvre, qui commence à avoir des signaux ORL ou respiratoires, doit consulter son médecin généraliste pour avoir une évaluation. Et c'est vrai qu'on sera plus amené à mettre une femme enceinte à l'hôpital si elle est des signes un peu importants pour pouvoir la surveiller correctement. Alors, Tiff demande si on prend en charge tous les patients en réanimation, quel que soit leur âge, même à 85 ans. Il faut bien comprendre quel est le sens de la réanimation. La réanimation, c'est de faire passer un cap pendant lesquels les fonctions vitales sont en grand danger et ça nécessite des moyens techniques qui sont très importants. La difficulté avec l'infection Covid, c'est qu'on sait que quand on doit admettre un patient en réanimation pour une infection Covid, on est généralement amené à faire une réanimation lourde de 2 à 3 semaines. Et cette réanimation, il faut qu'on soit capable de la supporter en tant qu'individu. Donc c'est pas tant les critères d'âge qui amènent à définir si on doit admettre ou pas un patient en réanimation, c'est l'évaluation qui est faite par les médecins en charge du patient, s'il va être capable de supporter ces 2 à 3 semaines qui sont extrêmement éprouvantes pour l'organisme. Donc il n'y a aucun critère de tri sur l'âge, c'est une évaluation globale du malade, quel que soit son âge, c'est principalement en fonction de ses comorbidités. Et dans les situations où on estime que le bénéfice et les contraintes imposées par la réanimation ne sont pas suffisantes, qu'on peut être amené à privilégier des soins de confort. Mais il n'y a pas de limitation, a priori, notamment liée à l'âge. C'est une évaluation médicale qui est faite, mais qui est faite comme d'habitude. Cette réflexion, elle est faite par nos collègues réanimateurs et par les médecins en charge des patients tout au long de l'année. Et c'est simplement cette évaluation qui est plus fréquente en ce moment, puisqu'on a plus de malades graves. Est-ce que les personnes qui font de l'asthme à cause des allergies, puisqu'on est au printemps, font plus de risques, sont plus à risque? Toutes les maladies pulmonaires, en théorie, exposent à des formes un peu plus importantes de la maladie, notamment pour les asthmatiques qui sont obligés d'avoir des traitements par cortisone de manière permanente. Néanmoins, le sur-risque est modéré, surtout si par ailleurs on n'a pas d'autres gros problèmes de santé. Et je refais passer le message que les patients asthmatiques qui ont un traitement de fond pour leur asthme ne doivent pas arrêter ce traitement. Le risque d'arrêter ce traitement pour l'asthme est bien plus important que celui de faire une maladie Covid grave. Donc oui, il y a un petit sur-risque, mais ce risque est modéré et simplement, ça incite à être encore plus prudent d'une part pour ne pas s'exposer à des patients malades, mais d'autre part pour aussi consulter son médecin dès qu'on a l'impression d'avoir des signes un peu importants. Il y a beaucoup de questions sur justement les gens qui ont déjà des pathologies, de savoir s'ils sont plus à risque que les autres. On peut peut-être pas répondre à toutes individuellement là, mais quels sont finalement les profils des personnes qui sont vraiment plus à risque? Est-ce qu'on peut les redire? Donc les personnes les plus à risque, c'est vraiment les personnes les plus âgées. Au-delà de 70 ans notamment. C'est les personnes qui sont fragilisées par un traitement qui diminue les défenses immunitaires, donc de la cortisone au long cours, des immunosuppresseurs, de la chimiothérapie, les personnes qui ont plusieurs problèmes qui ont un impact au niveau du cœur, donc la tension, le diabète, les personnes qui ont globalement une insuffisance d'organes, donc une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale grave. Voilà, toutes ces situations médicales exposent au risque de faire une infection un peu plus grave. C'est valable pour le Covid, mais c'est valable d'une manière générale sur les maladies infectieuses. Il faut rajouter les femmes enceintes aussi, dont on vient de parler, qui sont elles aussi à plus haut risque. Et puis ce qu'on constate, c'est que les personnes obèses, en surpoids, font parfois aussi des formes un peu plus graves, donc c'est un élément de vigilance. Et
Rally demande, est-ce que les médicaments contre l'hypertension peuvent être néfastes avec le coronavirus? Loxène, Aldomètre. Alors, certains traitements ont été évoqués comme pouvant favoriser l'infection à coronavirus. Pour l'instant, les données qu'on a sont quand même très rassurantes et là aussi, il n'est pas recommandé d'arrêter les traitements antihypertenseurs, en tout cas pour se prémunir du coronavirus. Et est-ce que vous savez si des soignants de Savoie vont aller aider dans d'autres régions dans les jours à suivre si notre département n'est pas trop exposé? Et pas à ma connaissance, j'ai pas eu vent de soignants qui pouvaient être amenés à y aller. Après, sur des initiatives personnelles, bien sûr que c'est possible, mais il n'y a pas de démarche au niveau de l'hôpital, en tout cas pour envoyer des soignants vers d'autres hôpitaux. Beaucoup de personnes en réanimation sur la Savoie. À Savoie, comme sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, les capacités de réanimation sont très sollicitées. On est dans un contexte un petit peu tendu. Alors, on a, grâce au fait qu'il y a eu un décalage par rapport à l'arrivée du virus dans nos régions, on a eu vraiment le temps d'augmenter très largement nos capacités de réanimation. Sur l'hôpital, par exemple, elles ont été doublées par rapport à ce qu'on a habituellement. Cette capacité-là nous a permis de faire face à l'augmentation du nombre de malades la semaine dernière. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une situation qui est tendue et qui est surveillée avec une grande vigilance au niveau de la Savoie, mais d'une manière plus générale au niveau de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à peu près le tour des questions. Alors bien sûr, il y a des questions un peu plus personnelles, mais vous imaginez que le temps du docteur est compté. En tout cas, on voulait vous remercier d'avoir consacré... Certes, le confinement va commencer à faire ses effets, mais il doit être poursuivi dans le temps pour réellement être efficace. Et donc, le message qui est martelé et répété partout, c'est qu'il faut absolument respecter à la lettre ce confinement. Restez chez vous, évitez au maximum les contacts avec l'extérieur. C'est une période qui est difficile, mais qui est indispensable si on veut limiter le nombre de cas et surtout éviter un afflux important de malades vers les hôpitaux. On a vu sans doute déjà les premiers effets du confinement, notamment en Savoie, dans les régions autres où le virus n'est pas arrivé en grande quantité et surtout aussi brutalement que dans les régions alsaciennes ou régions parisiennes. Donc, continuez, et je parle surtout aux Savoyards qui sont sur ce blog, à rester chez vous, à rester le plus confiné possible. Et grâce à ça, on devrait vraiment continuer à pouvoir prendre en charge les malades dans des conditions qui sont optimales et éviter des grosses difficultés. Donc c'est vraiment un message important que je souhaite passer ici.